Alors si vous voulez bien, on va commencer. Alors je ne sais pas si le fait que vous soyez si nombreux est un bon signe. Voilà, si vous venez simplement assister à la manière dont je vais me faire manger par les fauves. Voilà, mais c'est significatif. Quand on a choisi ce sujet, le but n'était pas de faire de la provocation, mais comme ça fait partie de ce pari depuis le début de Questions pour tous, d'aborder les questions difficiles ou les questions qui fâchent et pas celles qui sont nécessairement consensuelles. Du coup, j'ai proposé, on était d'accord avec Florence et Jacques, de poser la question comme ça: pureté, fidélité, chasteté, des vertus dépassées. C'est un sujet sur lequel on n'est pas à l'aise, non pas parce qu'on est coincé, mais on est au sens, on dit ça par pudeur, mais on n'est pas à l'aise parce qu'on est passé d'un type de certitude à un autre type de certitude, et qu'aujourd'hui on est dans une phase d'incertitude. Alors je ne vais pas vous décrire d'où nous revenons, mais vous voyez bien, on a, là aussi il ne faut pas relire toute l'histoire, hein, la fabrication du puritanisme moral, en partie janséniste, aussi bien protestant que catholique d'ailleurs, et puis même en partie laïque, parce que la France du 19e, même quand elle n'est pas chrétienne, est aussi puritaine par certains côtés que l'est la France chrétienne. Mais cette fabrication de ce puritanisme, il date du grand siècle, il date le moment fort où il commence à se... Alors, il a ses racines dès le 15e, 16e siècle, mais il se fabrique au 17e. Nous, évidemment, nous le projetons rétrospectivement jusqu'aux origines du christianisme, et même d'ailleurs au besoin sur toute religion. C'est normal quand on a eu des parents qui nous ont raconté des bêtises et qui nous ont dit que de toute façon c'était toujours comme ça. On fait remonter les bêtises qu'ils nous racontent à toujours. Et donc c'est récent. Le Moyen-Âge est assez à l'aise avec le corps. Le 13e, 14e, est assez à l'aise avec le corps. L'Antiquité aussi, relativement à l'aise avec le corps. Commence à être mal à partir du 17e, et évidemment, jusque non seulement au 19e, mais jusqu'à, pour une bonne partie des éducations aristocratiques, chrétiennes ou non, mais jusqu'au milieu du 20e. Simplement souligner que cette manière de voir les choses était souvent de petit format intellectuellement, hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des certitudes non discutables qu'on faisait rentrer dans le crâne des enfants et des jeunes sur le danger de la chair, le danger du corps et de la sexualité, avec d'ailleurs une ironie de la part des adultes, parce que la plupart des adultes découvraient au fur et à mesure qu'ils grandissaient, pour le meilleur et pour le pire, que finalement c'était pas aussi simple qu'on le faisait rêver aux enfants, mais c'est pas gênant, on a continué à faire rêver les enfants, peut-être que quelques grands principes moraux, quelques bons exemples et un peu de maîtrise de soi allaient régler tout ça. Donc là il y a une espèce d'hypocrisie générationnelle qui s'est transmise. Et puis alors avec deux phénomènes, l'un c'est celui de l'exemplarité. C'est une vieille pratique, l'exemplarité, les héros. Et donc une exemplarité sur la vie sexuelle, sur la vie morale, qui est en gros une exemplarité de l'absence, pour faire court. Ou une exemplarité d'une sexualité qui est essentiellement réduite à la fonction reproductive, et qui sinon est tout à fait n'existe que dans les justes limites du bienséance, c'est-à-dire dans des limites très très étroites. Et doublé de sa culpabilité, un phénomène évidemment d'exemplarité, précisément un phénomène de culpabilisation. Hein. Donc en gros, si vous sortez des comportements qui sont ceux que l'exemplarité vous énonce, appuyés sur une doctrine peu intelligente mais répétitive, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous êtes très méchant, et d'ailleurs les abominables personnes qui pratiquent ça de manière répétitive, que sont les prostituées ou les libertins, sont des gens évidemment qui sont les pires. On est passé de ça au puritanisme inversé, puisqu'à partir des années 80, 90, 2000, on commence à en sortir quand on discute avec les moins de 25 ans, je pense qu'on en sort, qui est ce que j'appelle moi le puritanisme inversé, c'est-à-dire qu'il était aussi urgent de se faire plaisir qu'il était urgent de ne pas avoir de plaisir, que les comportements exemplaires étaient des comportements érotiques, voire pornographiques, et que de toute façon, rire de ça à gorge déployée faisait partie de la bienséance, et qu'on était abominablement coincé et donc lourdement culpabilisé d'être quelqu'un de hautement névrosé, si la recherche de l'orgasme et du plaisir ne faisait pas partie des préoccupations quotidiennes de l'existence. Voilà. Et donc toute figure
d'une tentative de fidélité conjugale ou d'une sexualité non libertaire est apparu dans certains milieux, des milieux de plus en plus larges, comme étant tout simplement le signe de gens un peu malades psychologiquement, qui étaient des héritiers du catholicisme névrosé et malade. Donc on est passé tout simplement d'une chose à son contraire, je vous dis avec autant d'obligations morales de se faire plaisir qu'il y avait d'obligations de ne pas en avoir, autant d'exemplarité et autant de culpabilisation de ceux qui ne rentraient pas dans les schèmes. Aujourd'hui, on arrive à une période qui n'est pas plus heureuse, parce que je ne sais pas si la sexualité a jamais été un domaine parfaitement heureux de l'existence de la personne humaine, on le reverra, mais en tout cas une période qui admet les contradictions, qui commence à accepter que c'est un sujet sur lequel il est bien difficile de faire la morale dans un sens ou dans un autre, d'accord, que c'est un sujet sur lequel il est bien difficile de se donner en exemple. Les gens hautement épanouis dans leur sexualité depuis toujours et depuis 40 ans et qui font la morale aux autres, il n'y en a plus beaucoup. Il y en avait quelques-uns il y a 20 ans, mais ils avaient plutôt 35-40 ans. Maintenant, ils en ont 60-65, ils font moins la morale. Inversement, les gens qui vous expliquent que la chasteté pure et la fidélité absolue et la pureté intègre de la personne humaine, ça rend parfaitement heureux, il y en a aussi nettement moins, parce que ceux qui ont essayé de continuer à l'être au fur et à mesure de la dernière partie du XXe siècle n'ont pas franchement réussi de manière heureuse. Voilà, donc on est dans une phase de reconnaissance globale d'une problématique, d'une importance et d'une complexité du rapport de la personne humaine et des personnes humaines à leur sexualité et à celle des autres. Alors, ce qui est frappant, et j'ai essayé de commencer par là, c'est d'essayer de repérer quelles sont les contradictions qui nous habitent. J'essaie de repérer les contradictions dans nos aspirations, les contradictions dans nos comportements et les contradictions aussi dans les doctrines qui peuvent coexister en nous sur ce sujet-là. D'abord, les contradictions sur les aspirations. C'est-à-dire, au fond, qu'espérons-nous ? Qu'est-ce que la culture contemporaine nous laisse ou nous invite à espérer de la sexualité ? Et je dirais simultanément de la liberté et de l'épanouissement, et en même temps un chemin difficile, marqué par la souffrance et sans doute par une part de frustration. Les deux. Autrement dit, nous n'aspirons plus raisonnablement à avoir qu'une sexualité heureuse et épanouie, parce que nous savons que ça n'existe pas. Une sexualité qui n'est que heureuse et épanouie, parce que notre expérience ou celle de nos voisins ou celle de nos aînés, et même celle de nos enfants, nous montre qu'au fond, voilà, on n'a à aspirer que par moment, et le plus souvent possible, et le mieux possible, il y a à la fois liberté et épanouissement, mais que finalement, la sexualité n'est pas un lieu où c'est si facile que ça d'être libre, et c'est un domaine dans lequel il n'est pas si facile que ça d'être durablement épanoui. Et donc, on voit réapparaître un désir d'harmonie et de maîtrise. On voit, alors c'est pas la version bio de la sexualité ou la version écologique de la sexualité, mais il y a un petit peu quelque chose comme ça. L'écologie était une mode dans les années 70. C'est devenu une démarche d'existence à l'égard simplement du respect de la planète, de la nature, de l'organisme humain, et de ce qui semble être le rapport le plus sain et saïen à la nature, à son corps et à l'autre. Et donc on voit apparaître, d'une manière qui d'ailleurs ne se veut pas moralisante, mais en même temps que la liberté, la conscience, l'aspiration à arriver à une certaine maîtrise. C'est-à-dire à ce que la sexualité ne soit pas un lieu qui devienne un lieu d'esclavage ou de névrose chronique, ce qu'elle peut manifestement, et on n'en est plus lucide là-dessus qu'autrefois, devenir facilement un lieu d'esclavage ou de névrose chronique, et des fois les deux d'ailleurs, parce que l'esclavage, ça rend plutôt névrosé. Et puis, la liberté, oui, mais on voit bien que liberté, c'est un grand mot. Concrètement, c'est aussi l'apprentissage de l'autre. Donc, la sexualité, donc c'est aussi l'apprentissage de la part non pas d'une restriction, mais d'une modulation de ma spontanéité. D'accord ? L'autre n'est pas là pour me satisfaire, et je ne suis pas là non plus au service de la satisfaction d'autrui. Donc après avoir pensé qu'on allait pouvoir se faire plaisir les uns aux autres de manière illimitée et permanente, en gros, de s'apercevoir que voilà, c'est quelque chose qui implique un rapport à soi et à l'autre plus fin que simplement bénir l'instinct en espérant qu'il s'autorégule. La main invisible, pardon, parce
la métaphore peut avoir de bizarre, ça n'existe pas dans ce domaine-là, ça existe peut-être dans l'économie, même si on s'aperçoit que ça n'existe pas dans l'économie, mais l'autorégulation naturelle des instincts, ou la simple régulation des instincts par la relation à autrui, voilà, on a pu rêver à un moment donné que ça existait, il n'a pas fallu longtemps d'expérience pour s'apercevoir que ça n'existait pas. C'est la chance d'ailleurs, hein, c'est que l'option libertaire montre plus rapidement et plus facilement ses limites que l'option puritaine. Ouais, très bizarre, le puritanisme, vous pouvez le maintenir pendant des siècles, alors qu'il est profondément faux dans sa version dure. Hein. C'est très bizarre comment est-ce que la négation de soi trouve des justifications idéologiques plus profondes et plus durables qu'en fait, pas l'anarchie, vous voyez, mais un peu, l'anarchie de l'existence. L'ordre, quand on justifie l'ordre, c'est toujours beaucoup plus séduisant, à mon avis beaucoup plus dangereux, parce que le désordre, il montre rapidement sa limite. D'accord ? Alors que l'ordre peut être parfaitement tyrannique, aliénant, malsain, délétère, enfin, vous voyez, morbide. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, nos aspirations sont moins naïves et moins enthousiastes. Là encore, aujourd'hui, un jeune qui a 15 ans ou qui a 20 ans, sauf s'il est éduqué, mais c'est assez rare dans un milieu très protégé, un peu obtus, n'espère pas clairement qu'il va arriver à une sexualité ou très maîtrisée, ou parfaitement maîtrisée, ou complètement épanouie dans les 20 ans qui viennent devant lui. Vous voyez, c'est pas ça l'horizon, quoi. Donc l'horizon du continent parfaitement épanoui ou de l'anarchique libertaire, vous voyez, super cool, ça fait pas partie de leurs images du futur pour eux. Ils ont assez conscience, quand ils ont encore 20 ans, qu'ils ont devant eux un parcours d'existence exigeant, difficile, dans lequel ils espèrent d'ailleurs que le plaisir, la joie, le bonheur, voire les moments de bonheur, seront le plus possible au rendez-vous. Vous voyez, il y a une espèce de réduction des idéaux purs sur ce sujet-là, dans des figures plus modulées, dans les aspirations. Ensuite, dans les comportements, alors bien sûr d'un individu à l'autre, mais même dans le même individu, on assiste à des comportements assez contradictoires, qui vont de l'acharnement compulsif au désespoir, enfin des fois les deux se tiennent d'ailleurs, des moments où en gros on se déresponsabilise complètement, c'est comme si la sexualité c'était quelque chose qui était de l'ordre d'hygiénique ou à peine de sanitaire, que ça ne touche pas la dimension profonde de la personne humaine. Et puis d'autres moments où c'est l'inverse, où le monde nous tient ce discours-là, vous voyez, la sexualité c'est partie de la santé organique, quoi. On mange, on a des relations sexuelles, voilà, on se lave, on se mouche, on dort, c'est pareil, quoi. Et puis de l'autre côté, la dimension sexuelle peut prendre énormément d'importance tout d'un coup quand on est devant les tribunaux, quand bien sûr elle regarde les enfants, ou tout simplement quand en fait dans la relation elle a été un élément qui nous a semblé un élément qui a détérioré plus rapidement la relation qu'elle ne l'a aidé. Voilà. Donc tout d'un coup ça peut prendre une importance énorme dans la stratégie relationnelle, ou au contraire être considéré comme secondaire. Oui. Puis on peut publiquement considérer que c'est secondaire alors qu'en fait dans la problématique de la relation avec l'autre c'est complètement essentiel. Voilà. Qu'on est un petit peu là-dessus, comportementalement on n'est pas non plus très très cohérent. Soyons clairs, on a des comportements aussi de résignation, surtout à partir d'un certain âge, qui sont quand même assez généralisés. Alors c'est de la résignation qui par ailleurs peut ricaner grassement sur tout ce qui peut être en dessous de la ceinture. Hein. Mais le ricanement gras manifeste d'ailleurs souvent et de la frustration et de la résignation. C'est vraiment les gens très épanouis qui rient gras. C'est bizarrement, c'est comme le Viagra, c'est compensatoire. C'est gras aussi. Et donc voilà, la résignation, ça a toujours été malheureusement dans la vie du couple. Mais c'est pas moins. Vous en dites oui, non, on se résigne pas, on se sépare. Oui, enfin, c'est pas parce qu'on se sépare qu'on retrouve quelqu'un avec qui on vit de manière plus épanouie. Vous voyez, donc, la séparation et la résignation peuvent aller se conjoindre aussi. Et donc, soyons clairs, on est dans un monde où il y a le désespoir, non pas affiché, mais les comportements désespérés sur les questions sexuelles sont assez fréquents. Voilà. Et la culture dans laquelle on est le manifeste assez fortement. Le monde du cinéma, le monde de la littérature le manifeste aussi, hein, parce que ce sont des miroirs de nos époques. Et en même temps, il y a quelque chose qui positivement a disparu, c'est la fausse pudeur. On peut dire qu'il y a un comportement collectif qui, qu'au fond, même si, encore une fois,
les jeunes générations, là encore j'insiste parce que je suis très frappé de voir que les moins de 25 ans ont une vraie, n'ont pas de fausse pudeur. Les aînés, je vous dis, ricanent d'autant plus grassement qu'ils ont de la pudeur inversée, c'est-à-dire encore une forme de pudeur, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien quoi faire avec tout ça, et qui sont censés être la génération qui a libéré tout le monde, mais en ne sachant pas très bien ce qu'il faut faire avec ce qu'ils ont libéré. Alors que la jeune génération arrive, je vous dis, plus consciente de la complexité du problème, moins avec des slogans tout faits, puis tout simplement qui ne se définit pas par antithèse avec le puritanisme, tout bêtement. La génération des 45, 85 ans, on est ou des puritains, vous voyez, qui n'ont toujours pas digéré leur puritanisme et qui en sont malheureux, ou des anti-puritains, alors quels que soient les comportements qu'on peut avoir par ailleurs, hein. Mais c'est jamais très bon pour la santé d'être anti quelque chose. Et donc, voilà, il faut souvent une génération de plus pour sortir de la posture inverse de ce qui nous a précédés. Comme les jeunes générations sont face à quelque chose dans nos générations, à nous, qui est assez en vrac, on ne peut pas être l'inverse du vrac. Vous voyez, je peux dire ça. C'est vrai, on est en vrac quand même, globalement. Proposition faite aux jeunes par la génération des plus de 40 ans, c'est complètement le vrac. C'est nébuleux, contradictoire, pas cohérent, ça varie d'une personne à l'autre, enfin... Et je dirais c'est complètement la loose, quoi. C'est vraiment... Pauvres gens, quoi. Ils nous aiment bien, hein, mais ils nous considèrent quand même un peu comme des gens un peu paumés, ce qu'on est d'ailleurs assez réellement. Donc eux partent du fait qu'on est paumé, et finalement ça peut donner une bonne base de départ. Parce que tant qu'à être paumé, on se met à observer le réel, et puis essayer de voir comment est-ce que le réel ne se réduit pas aux idées toutes faites ou aux déceptions des aînés, mais à l'expérience. C'est vrai d'ailleurs, tous les gens qui ont débarqué dans un pays inconnu ont commencé par être perdus. Tous les gens, d'ailleurs, tous les inventeurs et tous les créateurs et tous les gens qui font quelque chose d'important dans leur vie ont toujours commencé par être perdus quelque part, sinon ils n'ont rien inventé d'intéressant. Donc commencer à être paumé dans son existence, c'est peut-être le bon commencement. Et on va voir d'ailleurs, parce qu'évidemment je devance mon sujet, vous comprenez bien qu'on est assez paumé sur le sujet. Alors ensuite, vous avez les comportements, vous avez toute la gamme des passions, la colère, la jalousie, la tristesse. La jalousie, c'est bizarre, on pensait qu'on allait éliminer la jalousie finalement, parce que tout le monde a le droit d'eux, et pas uniquement avec une personne. Et donc, oui, c'est bizarre que malgré ça, malgré ce dogme, ça ne fonctionne pas dans le réel. Hein, la non-exclusivité relationnelle est quelque chose avec lequel on peut être tout à fait d'accord théoriquement. Rares sont ceux qui arrivent à le pratiquer de manière concrète, heureuse. Enfin, sauf quand c'est au détriment du malheur de tous ceux qui les entourent. Hein. Prédateur, ça existe aussi dans ce domaine-là. Mais... Voilà. Et donc on voit bien que il y a comportementalement, on est dans je vous dis, à l'intérieur de soi, dans la vie quotidienne, et a fortiori d'un individu à l'autre, dans des choses assez contradictoires. Ensuite, doctrinalement, vous voyez, du point de vue, qu'est-ce qu'on a comme grande doctrine sur le sujet ? Alors on a la psychologie. Mais la psychologie, paradoxalement, après nous avoir libérés en partie du puritanisme, hein, avec l'aide d'un freudisme, je parle de la France à la française, finalement est plutôt en train de dire oui, mais il ne faudrait quand même pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'en gros, le libertaire tous azimuts qui couche avec tout le monde et n'importe comment, ça ne va pas non plus construire la personne. Souvenez-vous du succès du bouquin de professeur Naouri qui expliquait que l'adultère a comme fondement le rapport infantile à sa maman, chez les hommes en tout cas. Je ne sais pas s'il a dit ça chez les femmes, mais ce que bien vu d'ailleurs. Et donc, comment vous dire ça ? Finalement, l'immaturité, hein, l'incapacité à s'assumer soi-même, fait aujourd'hui partie de choses dont la psychologie rappelle que oui, cautionner l'immaturité comme forme de liberté, c'est pas de la liberté, ça s'appelle de l'immaturité, il ne faut pas mélanger les deux. D'accord ? Et les comportements libertaires peuvent avoir comme fondement tout simplement une immaturité foncière, et puis une paresse radicale à s'assumer soi-même, et donc une irresponsabilité relativement grave dans certains cas. Et donc c'est intéressant de voir que là-dessus, donc la psychologie a un regard plus nuancé, beaucoup plus équilibré, plus sage, parce qu'elle-même, elle a fait le deuil de sa phase un peu idéologique, hein, comme toutes les connaissances ou les sciences naissantes, toujours dans leur jeunesse, comme chacun de nous d'ailleurs, quand on est jeune, on a des idées un peu toutes faites. Et puis progressivement, à force d'expérience, on tempère les choses. On peut dire qu'aujourd'hui, de la manière que le freudisme a beaucoup été tempéré par beaucoup d'analyses, beaucoup d'observations, hein, et beaucoup d'autres manières d'approcher l'affectivité humaine que la vision de Freud. De la même manière, les propos qui se voulaient encore une fois libérateurs de la psychologie sont aujourd'hui de plus en plus souvent des propos qui cherchent à raisonner aussi.
Ce qui veut tout simplement dire que la psychologie montre que l'instinct n'a jamais suffi à faire la personne humaine et qu'à un endroit, la maîtrise de soi, s'assumer soi-même, appelez-le comme vous voulez, fait quand même partie de la croissance de la personne et de sa capacité à développer durablement une ouverture et un enrichissement relationnel avec autrui. Ensuite, on voit bien, donc ça c'est à mon avis ce qui est le plus intéressant et je trouve le plus équilibré dans les doctrines qui nous animent et auxquelles on est à peu près tous à l'écoute. Ensuite, on l'a vu, il y a un arrière, chez les plus de 40 ans, il y a massivement un arrière-fond puritain, ou une révolte par rapport au puritanisme, ou un reste de puritanisme non digéré aussi, parce qu'on peut à la fois être révolté et en même temps pas arriver à s'en libérer, parce qu'il y a une culpabilité qui demeure. Parce que là aussi, les psychologues sont les premiers à le dire, on ne se libère pas comme ça des images de culpabilité qu'on a pu vous inscrire dans l'enfance sur la sexualité. De la même manière qu'on ne se libère pas si facilement de l'infantilisme sexuel dans lequel on a pu s'installer de 4 à 25 ans, quand on en a 40 ou 50. C'est un peu tard à ce moment-là pour intervenir. Donc il y a ça comme arrière-fond, et on n'a pas... je vous dis, il y a encore des vieux adolescents de 40 à 65 ans, voire 85 ans, qui continuent de liquider, vous voyez, leur vieille haine contre leurs parents et leur religion puritaine. C'est très étonnant comment certains n'en démordent pas, si vous voulez, à 80 ans, sont toujours en train de virer leur cutie. On comprend quand on voit les blessures, on comprend moins quand par ailleurs c'est des gens très intelligents. Enfin oui, c'est très bizarre. Moi j'ai rencontré des gens qui sont très intelligents dans beaucoup de domaines, puis alors dans le domaine de la question, par exemple de la sexualité à la religion, là ils sont complètement primaires. Ils sont dans la haine des curés, parce que, point. Puis ils ont toujours l'exemple, évidemment, qui explique. Mais ça explique peut-être, si vous voulez, avant la psychanalyse ou avant la thérapie, mais après la thérapie, on comprend mal pourquoi est-ce que l'exemple est encore là. Normalement, on l'a liquidé, l'exemple. On n'est pas obligé toute sa vie de rester bloqué sur ce qu'on a vécu entre 4 et 12 ans. On peut garder les blessures, mais on n'est pas obligé mentalement de rester bloqué là-dessus. De la même manière que quand on a grandi avec des parents libertaires, pas obligé toute sa vie de leur en vouloir parce qu'on n'a jamais été capable. Enfin, on a mis beaucoup plus de temps pour éduquer sa propre sexualité. Donc il y a ça qui est présent dans, je pense ça parce que le monde médiatique, le monde culturel dans lequel on vit, nous ressasse régulièrement ça. Et puis concrètement, on est plutôt dans les doctrines, dans ce que j'appellerais moi le bricolage. Un peu, mais pas trop, mais quand même. Vous voyez, et au fond, une doctrine à géométrie variable, quoi. Qui consiste finalement à essayer de justifier à chaque moment la part de bonheur qu'on essaie de rechercher et la part de malheur qu'on essaie d'assumer. Voilà. Mais je dirais qu'on est plutôt là-dedans, dans ce que j'appelle des doctrines bricolées. Donc on peut avoir un petit reste de moralité vous voyez, un peu réchauffé, avec un petit peu de freudisme, avec un petit peu de spiritualisme New Age derrière. Voilà. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'avoir l'humilité que souvent, effectivement, les grandes certitudes simplistes sur le sujet, je vous dis aussi bien puritaines que libertaires, étant rapidement mis à mal par l'expérience, il faut reconnaître humblement que le bricolage, finalement, à la fin, c'est mieux que rien quand même. Au moins, dans le bricolage, on essaie encore de fabriquer quelque chose. C'est mieux que d'avoir complètement abandonné toute interrogation sur le sujet, ou bien pour s'installer dans la frustration, ou bien pour s'installer dans la débauche. Et donc, comment du coup aborder maintenant la question ? Tout simplement, le fait que dans le rapport de la personne humaine à sa sexualité se retrouvent toutes les complexités de la personne. C'est très étonnant. C'est vrai, tous les domaines de l'existence ne nous mettent pas d'emblée face à toutes nos complexités. Vous pouvez jouer aux échecs, ou au bridge, d'accord ? Vous pouvez faire du rugby ou du basket. Vous pouvez vous spécialiser dans les tartes aux fraises ou dans la soupe aux poireaux. Vous pouvez, je ne sais pas trop quoi, même créer une entreprise, bien que rapidement la complexité de la personne humaine, en tout cas aujourd'hui plus que jamais apparaît. Mais vous pouvez, on va dire, spéculer à la bourse. Enfin, vous pouvez faire pas mal d'activités, vous pouvez remplir votre feuille d'impôt, aller négocier, je ne sais pas trop quoi, au guichet de la poste, prendre l'avion. Enfin, il y a des milliards d'activités. Vous pouvez vous brosser les dents le matin, prendre votre douche aussi. Ne touchez pas nécessairement toutes les dimensions de la complexité de la personne humaine. Alors, elle est toujours là, la complexité. La preuve, vous dormez, les cauchemars peuvent tout d'un coup, ou vos rêves, vous rappeler combien vous êtes compliqué. Mais
il n'y a pas énormément de lieux où je ne peux pas éviter ma complexité. Si, il y a la vie familiale, il y a la vie sexuelle, et puis peut-être la vraie prière, pour prendre des activités extrêmes. Face à la mort, quand même. Bien que, enfin, quand même. Mais la mort, on peut la zapper. La sexualité, ça se zappe difficilement. Mais la mort aussi. Donc vous voyez bien, c'est très étonnant de voir qu'il n'y a finalement pas tant de lieux de notre existence où on est confronté face à tous les paradoxes et toutes les complexités de la personne humaine que nous sommes. Non seulement, on va le voir par rapport à soi, mais par rapport à l'autre. Donc ça veut dire que c'est un sujet, enfin c'est une question existentielle, donc sujet de réflexion sur lequel on peut avancer que, j'irais avec humilité, enfin vous voyez, en sachant que, évidemment, et du coup on se dit, mais comment se fait-il que sur quelque chose d'aussi complexe, on ait pu oser penser des choses aussi simplistes? Et là on a la honte, aussi bien je vous dis pour les années 20 du puritanisme moral, que des années 70 libertaires. Dans les deux cas on se dit, mais comment on a pu être aussi bête, quoi? S'imaginer qu'il suffisait de faire l'inverse de ce qu'on a fait avant pour être maintenant heureux, ou suffire qu'il fallait juste interdire et comportementalement coincer tout le sexuel pour que ça fonctionne bien. Enfin, c'est complètement bête, quoi. Finalement, il faut quand même l'avouer. Et c'est vrai d'ailleurs que plus on apprend à connaître les cultures qui sont autour des nôtres, d'ailleurs la culture occidentale avant le XVIIe siècle, et toutes les cultures non occidentales, et d'ailleurs aussi une part de la sagesse de nos campagnes qui était de la culture pas tout à fait encore, vous voyez, rationalisée par le XVIIe, parce que Dieu soit loué, dans le monde rural, il y a toujours eu une part de la... C'est pas une culture païenne, mais une culture, vous voyez, près les Lumières et le puritanisme XVIIe, vous voyez. Pas partout, hein, il y a des endroits où le puritanisme est bien descendu, même chez les paysans, quoi. Hein, où l'ambiance extérieure aidait aussi à avoir une culture de la frustration, de la morbidité, voilà. Tout dépend de l'environnement physique dans lequel vous vivez. C'est pas la même chose que d'être dans un fond de vallée dans lequel vous voyez la lumière 2 heures par jour en été, ou de vivre au bord d'une plage, vous voyez, ou voilà, d'un endroit où, je pense à l'Afrique, dans lequel tout pousse, et où la vie est foisonnante dans tous les domaines, et où la régulation de la sexualité n'est pas plus envisagée que celle de la jungle, quoi. Non mais c'est vrai, ça joue quand même. D'accord. C'est pas tout à fait la même sexualité sur la banquise, vous voyez, je veux dire, qu'aux Seychelles, quoi. Ou si vous êtes nomade et sédentaire, d'ailleurs. C'est très étonnant, parce qu'on travaille là-dessus, sur le fait que le nomadisme régule très étonnamment, et à la fois les mœurs sexuelles et la fécondité, c'est très, très bizarre. Alors que la sédentarisation et l'empilement des individus dans les mêmes espaces, vous voyez, crée une espèce de phénomène de surchauffe. Là. Voilà. Et donc, c'est pour dire que c'est très étonnant qu'on ait pu être aussi simpliste. Et donc, cette complexité, elle nous met face au paradoxe et aux contradictions internes de l'homme. Alors, d'abord bêtement, hein, parce qu'elle nous met face à la fois à la dimension biologique de notre être. La sexualité, c'est un enracinement biologique parfaitement clair. À la fois parce que c'est notre corps, d'accord, et c'est pas le corps au 2e degré, c'est le corps engagé comme tel, c'est pas le corps seulement dans son ressenti, c'est le corps brut, d'accord. C'est aussi la fécondité. La fécondité, ça fait partie du corps brut. La fécondité, c'est pas moral. Hein. La reproduction, c'est de l'ordre, vous voyez, du vital brut. Le philosophe dira, c'est de l'ordre du biologique. C'est pas de l'ordre du sensible. Vous voyez, c'est bon d'ailleurs de se rappeler que la sexualité, c'est pas d'abord de l'ordre du sensible, c'est de l'ordre du présensible. Vous voyez, c'est de l'ordre de la plante en nous, c'est de l'ordre du végétal. C'est de l'ordre du cosmique. C'est pas du tout d'abord de l'ordre du vécu et encore moins de la représentation romantique. C'est quelque chose de basique. Encore une fois, corporellement brut. Je ne sais pas comment le dire autrement, hein. Au bon sens. Hein. C'est aussi de l'affectif. Bien sûr, c'est de l'affectif. C'est de l'affectif pas simplement par le plaisir, mais c'est parce que tout ce qui touche la sexualité touche étonnamment une réactivité affective extrêmement importante. Que l'enfant ignore, sauf s'il vit dans un environnement malsain, ou trop puritain, ou trop débauché, mais c'est ce que découvre l'adolescent. Enfin, c'est la grande découverte de la puberté, le traumatisme, autrefois qui était régulé de manière sévère quand même dans les sociétés par initiation. On vous la castrait, enfin on vous la cadrait, on vous la castrait la sexualité de manière quand même sévère, hein. Par la loi, par les obligations. Et voyez, alors l'adolescence là, c'est la découverte. Alors, je vous dis qu'il des fois peut durer jusqu'à 85 ans, mais c'est la découverte tragico-émerveillée ou émerveillico, enfin ça dépend du moment, de la complexité affective de cette chose qui s'appelle le ressenti sexuel, soit primaire, élaboré ou fantasmatique. Et puis c'est aussi ma personne, parce que
comment vous dire, oui, il y a des choses. L'affectivité, ça touche pas toujours la personne de manière éminente. Hein, vous pouvez ne pas aimer les rhododendrons et adorer le patchouli. C'est pas des enjeux essentiels dans votre existence. Vous pouvez aimer, alors conduire trop vite, c'est pas bien, hein, mais aimer les voitures jaunes ou les voitures bleues. Vous pouvez, enfin, vous voyez, vous pouvez être passionnément amoureux de la peinture du XVe siècle ou détester absolument ça. Vous pouvez d'ailleurs être capable de développer tout un raisonnement. Ça va pas jouer un rôle déterminant dans votre vie. Je parle de votre personne. Pour les incidences que ça peut avoir, hein, parce que peut-être que vous allez ruiner votre famille, acheter un tableau, ou qu'au contraire c'est un tableau qui va, à cause de cette thématique, transformer votre existence. Mais vous voyez bien, c'est pas l'amour de la peinture, c'est la signification qu'elle aura. Par contre, c'est très étonnant. La sexualité, la personne est en jeu dedans. Et même ne pas vouloir la mettre en œuvre dans sa vie, c'est encore une manière d'être complètement dedans, quoi. Vous voyez, je peux pas être dehors. Et ma personne, je peux pas limiter ce que ça concerne de ma personne. Alors si, quand vous faites des équations mathématiques, ou vous jouez au morpion, enfin, il y a des moments où vous pouvez vous élever complètement dans l'abstraction, qui fait que votre corporité devient complètement absente. Mais précisément parce que c'est la corporité qui a évidemment dans la fécondité des incidences majeures, parce que l'apparition d'un nouvel être et en être responsable, enfin, au début irresponsable peut-être, mais après coup malgré tout quand même responsable, parce qu'il faut bien assumer les conséquences biologiques de vos actes, même s'ils ont été inconscients. C'est très impressionnant, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, qui dirait que malgré les efforts que les années 70, 80 et début 2000 nous ont poussé à faire, que la sexualité est quelque chose qui le laisse indifférent. On a pu imaginer ça, qu'on allait pouvoir même pas faire l'amour, parce qu'à la fin c'est même plus faire l'amour, il n'est même plus question d'amour, avoir des relations sexuelles et en rester complètement indemne. On dit ça à 1 an, on dit ça à 2 ans, on dit ça à 5 ans, on dit ça à 10 ans, au bout de 20 ans on ne dit plus ça. D'accord ? Et voilà, les thérapeutes s'occupent de beaucoup de gens qui ont pensé ça trop longtemps, qui ensuite ont récupéré les morceaux de ne pas avoir réussi à assumer la liberté qu'ils pensaient avoir, tout simplement. Parce que devenir indifférent aussi à la dimension sexuelle, ça peut aussi corrompre très profondément la personne humaine, puisqu'Aristote dit que le pire des vices, c'est l'indifférence, l'insensibilité. Et évidemment, réduire la sexualité au pur plaisir purement physique, c'est quand même, vous voyez, c'est un travail mental extrêmement complexe. Hein. On appelle de la restriction mentale quand même assez poussée, la marginalisation affective, vous voyez, et de la négation de la personne quand même assez forte, quoi. Il faut quand même pas mal d'ascèse pour réussir à être cohérent avec les déclarations qu'on fait en disant que de toute façon, ça nous est complètement égal, qu'on est là que pour le sexe, comme on dit. D'ailleurs, là aussi, la littérature et l'art contemporain ne cessent de nous mettre, je pense au cinéma, parce que ça fait partie de la littérature ou la bande dessinée, ne cessent de nous mettre face au fait que c'est pas complètement durablement tenable, ce type de posture, à moins de devenir vraiment complètement inhumain. Et donc, voilà, là on est directement dans la complexité. Le biologique, l'affectif, et la personne, et le tout de manière imminente. Et c'est... D'ailleurs, il n'y a que là que les 3 domaines sont aussi engagés radicalement l'un que l'autre. Parce qu'il y a des choses, je vous dis, très personnelles. Vous pouvez choisir que quelqu'un va vraiment compter dans votre vie. Ce n'est pas nécessairement votre épouse ou votre époux ou votre concubin. Ça peut être aussi un ami ou une amie, quand vous êtes un ami, quand vous êtes un homme, une femme, une amie. Vous voyez. Ça n'engage pas nécessairement directement la sexualité. Vous pouvez faire des choix économiques, des choix d'orientation d'existence, des choix de métier radicaux. Ça n'engage pas votre biologie de la même manière. Enfin, oui, on ne trouverait pas beaucoup d'endroits où les 3 domaines de notre existence, enfin ces 3 dimensions de l'existence, hein, pour prendre à la manière de la philosophie antique, soient aussi radicalement engagées. Et encore une fois, toutes les tentatives de marginalisation et le puritanisme, alors on peut faire remonter même à l'Antiquité, toutes les formes de tentatives de marginaliser le sexuel ont échoué, disons-le clairement. Même les tentatives de recyclage à un 3e degré d'abstraction mystique, vous voyez, ça ne donne pas grand-chose. La tradition d'ailleurs religieuse et monastique, quand elle est saine, voilà, aborde ça de manière normalement relativement avec de la santé. Par contre, quand elle est malsaine, elle aborde ça alors avec beaucoup plus de beaucoup plus de maladies et de pathologies fantasmatiques que tout le monde. Ensuite, on voit bien que, comment dire ça, c'est aussi un domaine dans lequel, spontanément, on voit bien qu'on
on ne peut pas inventer les choses tout seul. On a besoin d'autrui. C'est un domaine dans lequel c'est très difficile. On hérite de ce qu'on a vécu dans l'enfance et on voit bien qu'on ne peut pas avoir un positionnement qui est définitif et clair pour toujours. C'est un chantier. Oui, c'est un chantier permanent. Donc c'est un lieu non seulement de complexité, mais c'est un lieu de chantier dans lequel on voit bien que de toute façon, l'autre est toujours à l'horizon. Ou bien l'autre parce qu'il m'aide à m'en sortir de ma problématique de névrose ou de ma problématique d'incontinence, ou que l'autre il est concerné parce qu'il est, vous voyez, parce que c'est mon partenaire, ou parce que c'est ceux qui vivent avec moi, mes enfants ou mes amis, qui, voilà, dont la manière dont je me comporte à cet égard-là, enfin, vous voyez, ça fait partie de la relation aussi. Les gens dont on vit. Là aussi, on a longtemps cru que dans la famille, on pouvait épargner aux enfants la sexualité des adultes et qu'on pouvait d'ailleurs épargner à la cellule nucléaire, c'est-à-dire le papa, maman et les enfants, les comportements déviants du cousin ou du grand-oncle ou de l'oncle tout court. On s'aperçoit que c'est pas vrai. Avec les cultures incestueuses ou les cultures de frustration ou les cultures de malsaines, voilà, ça se balade dans les familles au-delà des tentatives de barrières mentales qu'on peut y mettre. Voilà. Donc on est globalement dans un chantier collectif aussi. C'est comme ça, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, on ne peut pas, malgré là aussi le rêve du puritanisme, s'isoler dans cette question. D'accord ? C'est une question qu'on ne peut pas traiter tout seul, pour faire court. C'est un domaine d'ailleurs dans lequel on rêve aussi depuis toujours de trouver et des techniques et des outils jusqu'aux outils technologiques et médicaux et aux substances chimiques qui vont faciliter les choses. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Hein. Vous voyez, le contraceptif ou le Viagra, c'est vu comme le monde. Vous voyez, le monde sait, relisez, toutes les traditions ont ces types de substances chimiques qui sont censées vous aider dans les deux extrêmes de ce que vous voulez éviter. Et alors, c'est la même chose. Toutes les traditions sont porteuses de toutes les bonnes techniques pour éviter que, ou pour au contraire faire que. Enfin, oui. Ce qui montre aussi qu'il y a une conscience par derrière qu'on ne va pas s'en sortir tout seul, il faudrait être aidé. Oui, comme ça. Les spécialistes de la question, ça existe depuis toujours, dans toutes les sociétés. Mais quand il y a un spécialiste, de nouveau, ça prouve que ça ne s'apprend pas facilement, ou que ça crée des problèmes graves. Enfin, oui, sinon il n'y a pas de spécialiste. Le brossage de dents, ça implique pas. Enfin, si, même il y a des spécialistes, mais quand même, il faut arriver à un état grave pour qu'il y ait des spécialistes. Autrement dit, il y a des choses qu'on peut régler communément par une vie ordinaire, puis il y a des choses qui réclament quand même des tournants, des orientations, des décisions. Alors, on sait de temps en temps, vous savez, les sociétés primitives, mais c'était le grand apport de Lévi-Strauss, c'est d'avoir fait tomber là-dessus le bon sauvage, vous savez. L'idée du bon sauvage, c'est qu'au fond, plus tu es en contact avec la nature, plus tu es dans une société primitive, et plus tout ça est parfaitement heureux. Voilà. Non. Triste Tropique montre que pas du tout. C'est pas parce que tout est fliqué par la règle qui t'est imposée par le mythe dans laquelle tu as grandi depuis que tu es tout petit de manière inconsciente que tu es. Voilà. Donc en fait, tu es parfaitement formaté. Et tu es formaté beaucoup plus radicalement que le puritanisme encore. Voilà, ce qui ne veut pas dire que de l'extérieur, ils n'ont pas l'air d'avoir des mœurs un peu bizarres, mais vu de notre point de vue. Nous aussi, on a un peu des mœurs bizarres, vu de leur point de vue. Lisez le Papalagui, sur la manière dont l'occidental se revêt de multiples peaux les unes sur les autres, parce qu'il a manifestement peur de voir son corps. C'est pour ça que ça développe ses fantasmes. C'est un papou des îles Samoades qui parle dans les années, au début des années 20. Ensuite, et donc on voit bien qu'est aussi à l'horizon de cette complexité l'apprentissage de la maîtrise de soi. Alors appelez-le la vertu ou non si vous voulez, mais ça s'appelle la vertu en termes techniques. Du coup, si j'essaie d'analyser ça, je vois quels sont les enjeux. D'abord, la relation à son corps, c'est pas rien. Alors, c'est pas le corps dans ce qu'il a de plus élémentaire, parce que le corps de ce qu'il a de plus élémentaire, c'est dormir, manger, respirer. Mais c'est mon corps dans ce qu'il a de plus radical, puisque c'est la capacité d'engendrer la vie, ce qui n'est pas rien. Ou de devenir co-responsable avec quelqu'un à l'égard d'un phénomène métaphysique irréversible. Parce que l'apparition d'un être, ça ne peut pas s'annuler, c'est très bizarre. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans l'ordre... Le lien entre sexualité et fécondité, ce n'est pas de l'ordre moral. C'est de l'ordre métaphysique. Ce n'est pas de l'ordre de la décision intérieure. Je veux dire, l'intention ne change rien.
Vous avez un enfant, vous concevez un enfant, vous ne le concevez pas. La moralité des choses n'a rien à voir avec le phénomène de la conception. Alors, que vous essayiez de le concevoir dans un cadre moral pour pouvoir assumer après ça les conséquences de l'avoir engendré, qui est de l'accompagner dans l'existence, on comprend bien. Mais ça n'a rien de moral de concevoir un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Pas plus que de respirer. C'est à cause de l'importance que ça représente pour l'existence de celui qui apparaît, et donc pour celui qui l'ont fait apparaître, qu'il y a une dimension morale. Mais nous, on a du mal avec ça. Vous voyez? Ensuite, c'est la relation à l'autre, bien sûr. Parce que pour le coup, la sexualité, elle regarde la relation à l'autre. Alors, pas simplement dans l'ordre de la fécondité, mais dans l'ordre du désir. Parce que la sexualité, elle... Alors, sauf chez Narcisse, hein, mais il n'y a que Narcisse qui se contente de son propre reflet. Tous les autres essayent de le trouver dans le regard de l'autre, ou dans son comportement, les Narcisses, qui est en nous. Narcisse, il se noie dans son reflet, mais... Voilà, nous, il faut que le reflet soit vivant. Donc, on veut bien des gens qui nous admirent, des adorateurs, vous voyez, des esclaves et tout ce que vous voudrez, voire des maîtres, parce que ça nous arrange d'avoir un maître et d'être plutôt l'esclave. Mais en gros, les phénomènes narcissiques, ils réclament quand même qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien nous renvoyer quelque chose de manière un peu plus active qu'un miroir. Enfin, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que c'est pas possible de développer une sexualité durable uniquement avec son miroir. Juste pour dire. Ou même avec son nounours, enfin, vous voyez. Il faut au moins un autre virtuel. Internet permet qu'il n'y a jamais d'autre réel, mais il faut au moins un autre virtuel. Ça peut être dans le rêve, mais il faut qu'il y ait un autre virtuel. Il faut bien qu'il y ait un autre, en tout cas fantasmé, à défaut d'être réel. Mais sans autre, c'est pas possible. Donc il y a l'autre quelque part. Pas dans la respiration. Quand vous respirez, il n'y a pas l'autre. Il peut vous pomper l'air, mais ça c'est symbolique. Il n'y a pas l'autre. D'accord ? Quand vous mangez, il n'y a pas nécessairement l'autre. D'accord ? Mais avant même que votre corps vous indique par le face-à-face du visage et du corps que l'autre est là pour vous, parce que l'homme est le seul animal dont le corps est structurellement, intégralement face à quelqu'un potentiellement. D'accord ? Le corps humain, dès qu'on est debout, il est en attente d'un vis-à-vis, pour bêtement. Mais ce vis-à-vis, il est personnel avant d'être sexuel. D'accord ? Mais il est très clair que le sexuel, et pas simplement chez l'humain, mais même chez l'animal, appelle le partenaire, intrinsèquement. Avec cette image, vous savez, de platonicienne, de cet être originel, androgyne, qu'on coupe en deux et et on est à la recherche de sa moitié, ce qui est un sombre délire, mais bon. Le problème, c'est quand vous avez cru rencontrer votre moitié, puis vous rencontrez la moitié encore mieux que la précédente, un peu plus loin. La vraie moitié, celle-là, c'était la demi-moitié. Puis il y en a qui ne veulent pas de moitié, ils veulent plusieurs tiers, c'est aussi. La polygamie. Ou l'androgyne. Et donc, et puis alors, à travers ça, il y a aussi la relation à la fragilité, soyons clairs, à la précarité du rapport à nous-mêmes. La sexualité dans le domaine dans lequel on est très affectable. Quant à l'image de nous-mêmes, quant à la manière dont on peut s'humilier les uns les autres, se blesser les uns les autres. Pas simplement à travers des actes physiques, mais même à travers les représentations par lesquelles on se fait du mal les uns aux autres. On peut humilier quelqu'un avec des propos sur sa sexualité, c'est bien. On peut néantiser quelqu'un socialement, par la représentation qu'on donne de sa sexualité. On vient de le voir récemment. Enfin, on ne l'a pas néantisé, mais voilà. On a un président de la République dont on étale sur la place publique, non content d'avoir une compagne avec laquelle il n'est pas marié, il a une maîtresse, c'est sûr que c'est... On voit bien, ça atteint l'image. Différemment selon les cultures, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, mais ça atteint l'image. C'est bizarre, vous voyez, là aussi j'aurais pu se donner ça dans les contradictions. Ce pays qui se veut parfaitement libertaire, mais qui est quand même scandalisé que. Ou s'il n'est pas scandalisé, qui ricane grassement sur. C'est une autre manière de masquer son scandale. Parce que tout de même, entre guillemets, il faudrait savoir. Il est normal ou il n'est pas normal, le président ? Il paraît qu'il était normal. S'il est normal, il est comme nous. Il faut savoir. On est dit un homme normal ou pas normal. Et donc, ça veut dire tout simplement que le rapport au corps dans la sexualité, vous avez bien compris que progressivement, d'ailleurs, j'ai pris la sexualité au sens large. Pas rester à la sexualité telle que l'entend Freud, mais au rapport au corps et à la fécondité.
donc à la corporéité. Donc ça touche la précarité, ça touche aussi une part de souffrance. Parce que ça n'existe pas, les vies dans lesquelles l'instinct est satisfait dès qu'il apparaît. Donc ça n'existe pas, les vies dans lesquelles de toute façon il faut pas faire, il faut inéviter, enfin avec lesquelles il faut faire avec le fait que voilà, la satisfaction sexuelle, elle n'est pas autant qu'on pourrait en avoir le désir ou autant qu'on l'a rêvé. Et puis tout simplement que c'est pas nécessairement la personne avec qui on aimerait le vivre. Vous savez, la souffrance, elle est là aussi. On va dire autrement, c'est un domaine de la personne qui n'est jamais, toujours, durablement épanoui. Qui peut l'être, Dieu soit loué, la nature aussi, mais qui, voilà. Et puis c'est le lieu aussi de beaucoup de tragédies. Parce que c'est le lieu de beaucoup d'échecs relationnels, si on est un peu honnête. Vous voyez, oui, d'échecs sous forme de rupture, sous forme de résignation, sous forme d'avilissement, sous forme de relations malsaines. Voilà. Et donc, oui, c'est un lieu de tragédie humaine. C'est un lieu de bonheur, mais c'est aussi un lieu de tragédie. Plus, encore une fois, que respirer, manger, entreprendre, cultiver, créer. Du coup, ça nous désigne bien, il me semble, comment aborder concrètement cette question en nous. D'abord, comment entreprendre cette relation à la sexualité, comment la réentreprendre. D'abord avec réalisme. C'est-à-dire que, là je l'esquisse, mais avant d'apprivoiser les tenants et les aboutissants de la sexualité dans notre vie, il faut sans doute une vie entière pour les entrevoir. Parce que, encore une fois, je vous dis de nouveau, c'est toute la complexité de notre personne qui est engagée. C'est toute la fragilité affective, donc c'est aussi tous les héritages affectifs. Parce qu'on voit bien que dans ces domaines-là, les blessures de l'enfance, les modèles dans lesquels on a grandi, enfin tout ça joue énormément. Et donc il y a un très grand réalisme, il me semble, à vivre. La deuxième chose, il me semble, qui caractérise cette manière de l'aborder, c'est d'accepter que c'est dans le devenir. C'est pas parce qu'on a vécu à 20 ans une sexualité relativement épanouie qu'à 65 on sait faire avec. Alors qu'à 65 ans, vous savez encore jouer au ping-pong si vous jouiez très bien à 20 ans. Vous savez jouer au bridge. Si vous n'êtes pas atteint d'une maladie de mémoire, vous avez encore la mémoire de la date de Marignan. En gros, si vous voulez, quand même, il y a des choses qu'on bonifie dans le temps, vous voyez, on capitalise, on va dire, sur le passé. Là, non. Rien ne me garantit que parce qu'à 45 ans, j'ai une sexualité épanouie, j'en aurai une à 65, ou à 70, ou même à 45. Voilà, c'est un domaine, donc, où le devenir, voilà, et la précarité de la personne dans son devenir est plus marquée qu'ailleurs. Parce qu'il y a une période où elle n'a pas été présente, enfin, de manière latente, mais jusqu'à l'adolescence, souvent, pas toujours, ou de manière traumatique. Et puis parce qu'à un moment donné, on voit bien l'évolution à la fois corporelle, biologique, qui n'est pas la même chez l'homme et chez la femme, les évolutions relationnelles, enfin tout ça fait qu'en fait, c'est extraordinaire le devenir de cette dimension de notre personne. D'ailleurs, même sous le couvert de la résignation ou sous le couvert de l'absolue apparente maîtrise de soi, il se place plein de choses dans le placard, parce que la résignation et la pseudo-maîtrise, c'est deux placards. Mais dedans, il se passe plein de choses. Ça travaille contre nous si ça ne travaille pas pour nous, la sexualité. Ça travaille à nous désespérer si ça ne fait pas partie positivement de mon existence. Et le positivement, ça ne veut pas dire toujours dans l'épanouissement du plaisir sexuel, bien sûr. Et puis, je dirais, c'est aussi un domaine dans lequel il me semble, mais ça on le découvre, peut-être qu'on le découvre de plus en plus, dans lequel on a besoin, oui, de l'accompagnement de l'autre. Pas nécessairement d'ailleurs de la personne avec qui on vit la relation sexuelle, mais on a besoin du regard d'autrui. On a besoin voilà, c'est un domaine sur lequel on n'a pas de boussole ni de carte, mais sur lequel on a à apprendre et sur lequel on a à cheminer progressivement. Ensuite, j'essaye de regarder la démarche concrète. D'abord, je vous le disais, c'est la première chose, et c'est pour ça que je revenais à mon premier mot qui s'appelait pureté. C'est éclaircir son regard.
Ce qui n'est pas facile, parce que d'abord, il y a le réalisme biologique du corps, hein, la crudité du corps aussi. Parce que la biologie du corps, elle n'est pas toujours charmante. Hein. Et qu'il faut du temps avant d'être dans le réalisme du corps avec un regard qui voit sa grandeur. Alors on me dirait, c'est plus facile chez quelqu'un qui a 20 ans que chez quelqu'un qui en a 85 ou 90. Oui, mais si on ne l'apprend pas à 20 ans, on ne l'apprend pas à 90. Et donc c'est vrai que d'avoir un regard, comprenez bien, clair, un regard pur. Mais dans ce sens-là, un regard peut être pur, ça ne veut pas dire que mes comportements le sont parfaitement. Mais mon regard, c'est d'apprendre à regarder la personne humaine, à se laisser regarder, à regarder autrui, quant à son corps, d'une manière éclairée. Qui fait qu'effectivement, le corps comme tel, il n'a pas d'obscurité. C'est ma manière de le vivre qui implique de l'obscurité. Le corps, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien d'obscur, le corps. Je ne vois pas ce qu'il y a d'obscur dans le corps. Par contre, la manière dont les humains le vivent fait qu'ils fixent, d'accord, leurs obscurités représentatives sur le corps. C'est très étonnant, ça. Alors, il faudrait montrer que voilà, ces obscurités et cette manière, ce regard troublé, alors, que le regard soit trouble, parce qu'il faut du temps, enfin, et qu'il faut sans doute une vie, et qu'une vie ne suffit pas, hein, mais qu'en gros, c'est un chemin que d'apprendre. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est un peu comme une. Je ne veux pas dire que le corps. Oui, si, moi, ça me fait penser un peu. C'est comme un chef-d'œuvre en péril, si vous voulez. Vous savez, le chef-d'œuvre en péril. C'est-à-dire que c'est comme une cathédrale, mais avec des endroits effondrés, qui sont pas rénovés, puis qui ne seront pas rénovables, certains. Deux endroits qui vont bien, avec, vous voyez, puis avec des strates successives, avec des parties qui n'ont jamais été visitées. Enfin, je sais pas comment. C'est ça le corps humain. Parce que ça n'existe pas, les familles où, dès la plus petite enfance, on m'a aidé à comprendre et à vivre chacune des dimensions de la corporité de manière parfaitement épanouie, heureuse. Arrêtons, ça n'existe pas. Donc il y a des trucs pas clairs, des trucs qui vont s'éclaircir, des trucs qui sont bloqués. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, cette espèce de. Voilà, c'est ça l'expérience du corps. Et finalement, de la personne humaine, c'est comme une espèce de bâtiment énigmatique, vous voyez, dont je tiens. Voilà, je ne suis pas toujours les tenants, les aboutissants. Et donc, il faut du temps avant d'éclaircir le regard. Hein, c'est cette image, vous savez, après la chute, dans la Genèse, où ils virent qu'ils étaient nus et ils avaient honte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'avoir un regard suffisamment approfondi et limpide sur ce qu'ils étaient pour être capables d'assumer cette complexité, comment vous dire ça, si proche. Parce que la nudité, ça rend le corps proche de l'autre. Et donc, je la gère comment, cette proximité? D'un truc que je ne comprends pas, y compris de mon propre corps. Et on voit bien, ils n'arrivent pas à gérer cette proximité parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'apprivoiser suffisamment, parce que dans le récit de la Genèse, en gros, la renonciation au premier contrat, si vous voulez, entre Dieu et entre l'homme et la femme, est assez rapide. Donc il y a cette idée, il me semble, d'humilité, au sens aussi de... Et c'est clair que là aussi, la sagesse là-dessus, pas besoin de la philosophie pour ça, hein, que c'est aussi à l'école de la nature, du monde animal, du monde végétal, du cosmos tout entier, qu'on apprivoise le corps, bien sûr. Mais c'est vrai, et en même temps, ça ne suffit pas. On peut regarder tous les arbres de la Terre et toutes les fleurs de la Terre, c'est pas dans les choux-fleurs qu'on fait les bébés, quoi. Hein. On peut regarder tous les animaux de la Terre, c'est pas les cigognes qui les amènent non plus. Et donc, il y a quelque chose là d'une espèce d'apprivoisement, qui d'ailleurs, que des fois d'ailleurs les parents doivent réapprendre à faire pour là où ils ne l'ont pas fait, parce que leurs enfants, surtout aujourd'hui, viennent poser des questions tout à fait franches, directes, voilà, sur lesquelles on ne sait pas très bien répondre de manière éclairée. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous posent la question, parce qu'ils le sentent bien que ce n'est pas très clair. Ah oui, ils ont bien vu. Et donc, et il me semble que c'est d'abord ça, c'est-à-dire que je vois mal comment est-ce qu'il y aurait... Bien sûr qu'il y a un minimum de la maîtrise du corps, on apprend à marcher avant d'avoir une compréhension du corps dans sa complexité et de la sexualité. Mais par exemple, c'est très clair hein, qu'un adolescent, quand on a devancé l'adolescence, par un tout petit peu de dialogue et de possibilités qu'il comprenne un peu quelque chose de son corps, ça se passe beaucoup moins comme une espèce de truc complètement affolant ou au contraire, vous voyez, hystérique, quoi, l'adolescence. C'est pas en lui donnant des bouquins de gynécologie et quelques petites leçons à l'école qu'on va remplacer ce qu'est l'accompagnement personnel d'un enfant sur 10 ans. Parce que l'accompagnement du corps, ça commence dès le sein maternel d'ailleurs, parce que c'est un rapport au corps brut. Et donc voilà, alors vous voyez, cette clarté du regard, c'est ce que moi je dirais, c'est la crudité sans la vulgarité.
Pas facile. Oui, il y a une crudité dans le corps, mais c'est pas nécessairement vulgaire. Comment dire ça, d'avoir une espèce de simplicité surtout. Assumer l'ambiguïté aussi, non pas du corps, mais du désir à travers le corps. Parce que le désir sexuel, il est ambigu. Parce qu'il est à la fois dans le vouloir prendre et le vouloir donner, en permanence. D'accord ? C'est ce qui se passe. Un enfant, on donne et on prend à la fois à l'autre. Dans la relation sexuelle, on prend et on donne. On donne à l'autre un enfant, voilà, mais on le veut aussi pour soi, c'est le mien et le tien. Il y a un rapport de possession qui est très bizarre. Avant d'être dépossédé positivement de la relation à l'enfant, c'est tout aussi long que d'être dépossédé de la relation à la sexualité. D'ailleurs, il faudrait, à mon avis, commencer par la sexualité, même si on n'arrive jamais à cette dépossession. Vous voyez, il n'y a pas à se déposséder au sens sain du terme, mais il y a une dépossession au sens d'une espèce d'appropriation exclusive. Et c'est pas facile d'assumer l'ambiguïté et d'éviter la perversion. Ouais. Ambiguïté, oui, perversion, non. Je vous dis, crudité, oui, vulgarité, non. Pour donner ce que j'appelle, moi, une certaine limpidité du regard. Une certaine, on pourrait mieux appeler ça simplicité. Évidemment, je ne vais pas faire de commentaire de la culture contemporaine, parce que d'abord, vous avez le meilleur et le pire. Mais évidemment, il faudra apprendre à choisir. Ce qui aide à cette simplicité, ou à assumer cette ambiguïté, ou à voir en face les choses, et puis tout ce qui, au contraire, travaille à obscurcir, à complexifier, vous voyez, et voilà. Ensuite, évidemment, il y a apprendre. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans ma vie religieuse, à l'égard de moi-même, mais aussi à l'égard des autres, c'est que ça s'apprend. C'est vrai, c'est un apprentissage artisanal. Alors évidemment, c'est pas facile parce qu'on n'aura jamais le diplôme. Sûrement, au bout d'un certain temps, vous devenez, vous savez, vous réalisez votre chef-d'œuvre dans les compagnonnages. Là, vous devenez maître. D'ailleurs, à l'université aussi, à un moment donné, on a une maîtrise. Là, vous n'aurez jamais le diplôme de la maîtrise, encore moins du doctorat. Parce qu'évidemment, c'est un apprentissage permanent. Alors bien sûr, il faut un minimum de maîtrise élémentaire, mais voilà, ça ne veut rien dire, puisque c'est aussi apprendre à se déprendre de la sexualité, c'est aussi apprendre à s'abandonner, donc c'est aussi apprendre à ne pas maîtriser. Donc vous voyez, ce qui veut dire qu'on n'y arrivera jamais complètement. Mais c'est la vie tout court. D'ailleurs, là, on commence à comprendre, vous voyez bien, que c'est pas simplement la sexualité, c'est simplement la vie. C'est la vie qu'il faut apprendre à maîtriser et à donner. C'est la vie qu'il faut apprendre à prendre et à se déprendre. C'est la vie qu'il faut apprendre à accompagner et en même temps à orienter. C'est tout simplement la vie. Je veux dire, la sexualité, c'est que l'inscription dans la corporité et le désir de manière massive de ce que c'est que la vie tout court. Y compris la vie la plus profonde. La vie spirituelle, elle devrait être comme ça. La vie spirituelle, elle peut être obscure, perverse, malsaine, possessive, narcissique et jouissive. Dire souvent, c'est parce que la vie spirituelle est comme... Enfin, vous voyez, parce qu'on s'est replié sur le sexuel que la vie spirituelle devient comme ça, ou alors c'est la suprême de la perversité, c'est qu'on a choisi le sexuel comme terrain de perversion du spirituel. Là, c'est vraiment... Voilà. Sade l'a mis dans ses romans, mais il ne l'était pas personnellement. Donc, il y a peut-être des gens qui ont essayé de faire comme Sade l'avait mis dans ses romans. Je leur souhaite, pour le coup, pas bien du plaisir, parce que c'est plutôt l'horreur. Ça aboutit plutôt, d'ailleurs, à une logique suicidaire. Et donc, il y a un apprentissage. Et cet apprentissage, évidemment, il se fait à la fois pour une part dans le rapport direct à son corps, mais aussi dans le rapport au semblable. Au semblable, c'est-à-dire pour l'homme, l'autre homme, et pour la femme, l'autre femme, et par l'autre sexe. En gros, on ne fait pas l'économie d'identifier qui on est dans son corps et dans sa sexualité. On ne fait pas l'économie d'être seul face à soi, on ne fait pas l'économie d'être face à ses semblables, et on ne fait pas l'économie d'être face à l'autre sexe, quelle que soit la vie dans laquelle on est d'ailleurs. Et donc là, voilà, et c'est vrai que là-dessus, on peut dire qu'on n'est pas au point. Si, est-ce qu'on est au point mort ou je sais pas. Est-ce que vous voyez? Non, on n'est pas au point mort parce que on est conscient de ça. Par contre, on peut pas dire qu'on pétille de génie dans l'inventivité. Vous voyez, aujourd'hui, on invente, vous savez, des endroits où dans les entreprises, on fait ce qu'on appelle des banques de bonnes pratiques. Vous savez, dans tous les domaines, on peut faire ça des bonnes pratiques. Les recettes de cuisine, c'est des bonnes pratiques. La revue Modes et Travaux, c'est des bonnes pratiques. Vous avez des blogs, chacun se refile les bonnes pratiques. Vous avez un problème sur Internet avec la manière de brancher ou de débrancher votre ordinateur, vous allez cliquer la question, on vous donne la réponse. Ça suffit, vous branchez, ça marche.
Vous cliquez la même chose sur la sexualité sur Internet, vous n'allez pas avoir un truc qui marche. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bonnes pratiques. Oui, c'est très bizarre. Je pense qu'on les a perdues. Je parle de nous les Occidentaux. Hein. Parce que précisément le puritanisme nous les a sans doute en partie fait désapprendre. Pour les remplacer par du dressage. Mais ça serait intéressant ça, de voir voilà, qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques, c'est-à-dire comment apprendre les uns des autres, les uns grâce aux autres. En comprenant bien, voilà que l'apprentissage il est durable. Et il n'est pas fait une fois pour toutes. En plus, il se singularise il s'individualise selon les affectivités. Et puis, je dirais, troisièmement, le rapport au corps était fondamentalement, du coup, un rapport de construction de la relation à soi-même. Apprendre à être à la fois responsable de soi, de son corps, et à la fois être capable de le mettre au service d'autrui, tout en restant soi-même. C'est un des lieux fondamentaux de l'apprentissage de la responsabilité de soi, de la mise au service de ma propre personne, vous voyez, au service des autres et d'accepter, d'aider l'autre, de recevoir l'aide de l'autre. Il me semble que c'est un des lieux fondamentaux de la construction de soi, mais aussi de la relation à l'autre et donc de la fidélité. Alors, il me semble que, là encore, après avoir rêvé d'une fidélité qui fait que parce que j'ai décidé que ça serait pour toujours, ça va être pour toujours de manière heureuse, parce que l'expérience évidemment montre comme faux, et l'inverse qui est que de toute façon l'infidélité c'est super agréable parce que ça donne de changer, et que, ou alors vous avez plein de versions, les gens qui pensent que c'est la fidélité successive qui est agréable. Le tout c'est de rêver qu'on va être fidèle, ça fait partie du plaisir du moment, puis une fois qu'on n'arrive plus à rêver qu'on va être fidèle, c'est le moment pour cesser de l'être. C'est un peu ça, plutôt la culture d'aujourd'hui, non? Vous savez, on fait des pubs sur soyez infidèles. À votre journal, à votre banque, enfin tout le monde, quoi. Plutôt que d'être ringard dans la fidélité, c'est-à-dire coincé, névrosé, désespéré, soyez infidèle, ça renouvellera peut-être les choses. Ça montre par voie négative que la fidélité, c'est au fond revenir au choix. Vous voyez, la fidélité, elle est chaque jour, c'est-à-dire qu'en gros, c'est de... Et c'est très étonnant comme finalement, la fidélité, le renouvellement permanent de la relation à autrui, qui est la seule gage d'ailleurs pour que cette relation devienne une relation interpersonnelle qui m'épanouisse, hein, sans qu'elle implique nécessairement la sexualité ou l'acte sexuel. On voit bien que c'est du coup le rapport au corps, le rapport à la tendresse, le rapport précisément à subalterner la jouissance sexuelle à la tendresse, ou à la relativiser radicalement, le plaisir sexuel à la tendresse, c'est-à-dire à l'attention à autrui et à ce que vit autrui dans le plus profond de son cœur, c'est métaphorique, mais de sa sensibilité liée à sa volonté, plus profond de sa personne, quoi. Parce que la tendresse, c'est ça, hein, c'est coopérer jusque dans notre corps à accompagner les personnes qu'on aime dans ce qu'elles vivent et à apprendre à être, pour une part, une joie pour eux. Et à les recevoir comme une joie. C'est tout ça les enjeux de la tendresse. Donc derrière, d'ailleurs, la sexualité, elle a un autre enjeu que la tendresse. C'est encore une fois la fécondité. Et elle a, elle a ce caractère. Mais on ne peut pas les séparer. La tendresse fait partie de la sexualité. Elle est même sa partie éminente. Et donc on voit bien que la tendresse, ça demande une extraordinaire fidélité. Parce que ça ne s'apprend que dans la durée. Et ça ne s'apprend jamais par stéréotype. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui est habitué, il n'est plus dans la tendresse. Vous voyez, je peux prendre ça. Donc la tendresse est un très bon indicateur de ce que c'est que le rapport juste au corps et le rapport juste à la sexualité. Et donc d'une certaine manière, pour moi, c'est l'exercice durable de la tendresse, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit conjugale, qu'elle soit dans la relation sexuelle, qui initie spontanément à la fidélité. Je ne sais pas comment j'allais dire, apprenez la tendresse tous les jours, et à ce qu'elle soit croissante, et la fidélité va s'installer toute seule. Je sais pas comment dire ça. C'est souvent d'ailleurs parce que la sexualité a été sans tendresse, qu'elle finit par aboutir à se retourner contre le couple. Et donc il me semble que si, vous voyez bien, pour répondre à la question du début, hein, si la manière puritaine d'envisager pureté, fidélité et chasteté
Alors évidemment, la chasteté, c'est le mot pénible, mais qui désigne précisément la capacité de subalterner le sexuel à la tendresse. C'est-à-dire en gros de subalterner l'instinct à la relation personnelle, pour faire court aussi. Tout simplement ça. C'est-à-dire que l'instinct qui comme tel n'est pas d'abord personnalisé, qui est quelque chose d'aveugle, de pulsionnel, voire positivement d'animal, voilà, de le personnaliser, c'est ça, la chasteté, ça ne désigne pas autre chose. Donc on comprend qu'effectivement la personnalisation de notre corps et la personnalisation de nos relations est d'autant plus nécessaire que finalement on est dans un monde où la seule sécurité, ou la seule garantie d'une vie humaine intéressante, c'est la relation à l'autre. On n'a plus de cadre qui nous garantissent d'être heureux, on n'a plus de cadre qui nous garantissent de pouvoir espérer quelque chose. On n'a plus de cadre culturel qui nous garantissent l'avenir. C'est pour ça que les relations humaines prennent tant d'importance. Alors il y a encore la créativité, hein. Mais la créativité solitaire, c'est de plus en plus difficile. D'accord ? Et donc même la créativité, très vite, elle rencontre aujourd'hui autrui. Et donc on voit bien que voilà, le grand enjeu pour moi du siècle dans lequel on rentre, c'est la relation à autrui. Et du coup, c'est la relation à autrui, et la relation à autrui, si on réalise à quel point elle est précieuse, on ne peut pas se permettre de perdre ou de mettre de côté une des dimensions essentielles de cette relation. Or, le corps en fait partie. Enfin, le corps est au cœur de ce qu'il y a d'essentiel dans cette relation. Et donc, évidemment, la dimension sexuelle. Et donc, je pense que si leur version puritaine a fait long feu, leur version personnelle, c'est de l'avenir. À la pureté, la fidélité, la chasteté. À vous les questions. Ou les objections, bien sûr. Ou les compléments. Jusqu'à maintenant, on n'a entendu que du négatif. Donc, est-ce qu'il y a du positif ? Alors oui, c'est un peu démoralisant votre j'entends. C'est ce que j'appelle. Conférence. C'est pour ça que je finissais par ça. C'est ce que j'appelle la personnalisation du corps. La personnalisation du corps, oui, bien sûr qu'elle est positive, mais elle est un positif qui est exigeant. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'exigence qu'elle représente. Pourquoi ? Parce que l'image dans laquelle nous vivons, c'est que la sexualité, c'est simple. C'est intrinsèquement simple. Non, c'est intrinsèquement complexe. La deuxième image que nous avons, c'est que, contrairement aux puritains, la sexualité est intrinsèquement facile. Non, la sexualité est intrinsèquement difficile. Ensuite, est-ce que la sexualité est intrinsèquement désagréable ? Non. La sexualité est intrinsèquement, essentiellement agréable. C'est ça votre question. Mais ça, je n'avais pas besoin de le préciser. Ça fait partie des évidences. Si je vais comparer à la nourriture, d'accord, c'est bien parce que ça fait partie des plaisirs essentiels de l'existence. Mais précisément, c'est un plaisir dont on aperçoit mieux aujourd'hui qu'il est plus important, ça c'est positif, mais qu'il est plus exigeant, même que le puritanisme. C'est ça que je voulais souligner. Et que donc cette exigence, alors évidemment, la récompense qu'elle constitue, c'est pour ça que j'ai fini par la tendresse. Alors je ne me suis pas étendu dessus, parce que je n'aurais pu ne parler que de ça. Mais la tendresse, pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, si la tendresse, elle est aujourd'hui quelque chose auquel tout le monde aspire, sauf peut-être quelques brutes épaisses qui par résignation et désespoir ont décrété que ça n'avait pas d'intérêt, ou parce que la violence chez eux en tient lieu. Mais c'est clair, vous voyez, que c'est là qu'elle s'épanouit. Et c'est là qu'elle est non seulement c'est positif, mais c'est même nécessaire en permanence. Vous voyez que donc l'intégration permanente du positif de la sexualité, c'est précisément ce déploiement réel de la tendresse. Donc pour moi, voilà. Alors je vous dis, si j'ai insisté sur l'exigence, c'est parce qu'il me semble que c'est pas tout à fait, voilà, c'est par contrepoint aussi. Et puis peut-être parce que c'est pour moi une telle évidence que c'est positif que je sais pas. Alors, vous ne savez pas, mais à Grenoble, il y a une académie qui est en pointe sur notamment les directives qui ont été plus ou moins préconisées sur le genre et sur l'éducation de la sexualité. À Grenoble, effectivement, l'Académie de Grenoble a essayé d'essaimer sur toute la France une sorte de recueil, notamment avec des indications assez précises, sur un livre qui doit s'intituler, je crois, « Tous à poil », et qui est quand même assez intéressant dans la mesure où la vente dépasse tout le prix Goncourt de cette année. Et aujourd'hui, effectivement, vous parliez de l'éducation de la sexualité.
Alors, est-ce que effectivement les enfants doivent l'apprendre à l'école? Alors, j'aurais aimé avoir votre opinion comme philosophe. Pour moi, cette politique éducative, elle est simplement le fruit d'une défaite collective monumentale. Moi, j'ai naïvement cru quand j'avais 20 ans, on me disait je suis rentré religieuse donc j'ai éliminé le problème. Non, je n'ai pas éliminé le problème, mais en tout cas, je n'ai pas eu à militer. Mais quand j'avais 20 ans, j'imaginais que ma génération, j'en ai 52 aujourd'hui, serait celle qui allait aborder tout ça avec courage, humilité, passion, plaisir. Voilà. Rien du tout. On n'a rien fait du tout. Rien du tout. On s'est replié sur notre petite problématique personnelle. Alors si, quelques-uns ont sans doute fait quelque chose pour leurs enfants, mais globalement, sur le plan collectif, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on a juste 30 ans de retard, quoi. Donc évidemment, quand on a... Alors, on sait qu'il faudrait faire quelque chose. Tout le monde est d'accord. Voilà. Alors évidemment, je ne pense pas que c'est en faisant ce qu'on se propose de faire là, qu'on va résoudre les problèmes, évidemment. Parce que c'est d'abord un enfant aujourd'hui, c'est d'abord par ceux avec lesquels il vit, qu'il est éduqué à la sexualité. Et donc, alors je ne veux pas dire que c'est la responsabilité des familles, mais je pense que si les familles et si la réflexion et la manière de faire aussi bien culturelle, vous voyez, mais pour moi, ce n'est pas le pouvoir politique qui avait à faire ça, c'est nous, tout simplement, comme citoyens. Donc voilà, je ne veux pas dire qu'on récolte ce qu'on a semé, mais il fallait qu'on se bouge. Donc évidemment, la nature ayant horreur du vide, vu qu'il est nécessaire d'avoir une éducation là-dessus, c'est ceux qui ont un discours idéologique facile à vendre qui prennent le pouvoir, c'est tout. Dommage pour nous. Enfin, pour tout le monde. Voilà. Et donc je pense que ce qu'il faut se dépêcher, c'est précisément d'apprendre à avoir, mais c'est pas facile, parce que le discours idéologique, il est très facile. C'est comme quand on vous explique la naissance de l'univers, vous voyez, dans un bouquin de 80 pages sur le Big Bang. C'est très gentil. Ça ne semble pas grand-chose à voir avec la réalité. Donc toute simplification. Alors, moi, c'est ce que j'appelle là aussi, c'est comme le puritanisme. C'est du dressage avec des idées simplistes. Et donc, je pense que l'art, la beauté, la littérature, le cinéma, enfin, on a plein d'outils, on a plein de matériaux. Vous prenez... je vous dis, vous prenez que le cinéma et la littérature, ne serait-ce que du XXe siècle. Vous avez tout ce qu'il faut pour accompagner un jeune de 4 à 20 ans sur cette question-là. Encore faut-il apprendre à s'en servir. Et qu'il en sorte avec pas des idées homophobes, pas des idées non plus idéologiques sur l'homosexualité, pas des idées simplistes, il y a tout ce qu'il faut. On a fait des choses absolument splendides au XXe. Vous voyez, pour le coup, quand on sélectionne les choses, les œuvres d'art, et même les parties de réflexion qui font avancer les choses, voilà, quand on en fait la synthèse, on arrive à quelque chose d'intéressant. Mais personne n'a fait ça. Et je me disais, est-ce que vous connaissez un ouvrage qui aujourd'hui parle de manière réaliste et convaincante de ce que c'est que l'homme et la femme? Un ouvrage. Je sais pas. Non. Vous êtes comme moi, vous n'avez pas trouvé. Alors Mars et Vénus, mais Mars et Vénus, ça ne m'explique pas ce que c'est. Oui, Mars et Vénus, ça m'explique de manière un peu caricaturale et fonctionnelle toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire, que d'ailleurs ça ne nous empêche pas de faire. Voilà, mais vous voyez, c'est une explication fonctionnelle, ça ne m'éclaire pas sur ce que c'est que cette différence. Ça me donne des moyens pour que, si possible, ça ne marche pas trop mal. Mais je suis sérieux, Moi, j'en connais pas. Un ouvrage accessible, Vous avez, Jean-Paul II a écrit 600 pages sur le sujet, c'est très intéressant, mais à Bac plus 12, c'est difficile, en dessous, c'est difficile à lire. Et ça ne se vulgarise pas comme ça. À part la Genèse, d'ailleurs. Parce que les trois premiers chapitres de la Genèse, ça reste quand même un best-seller pour moi. Relisez-les, c'est vraiment incroyable cette histoire. Alors, vous me direz, mais ça manque un peu d'explication derrière. Mais sérieux, vous faites la lire. Après ça, vous regardez quels sont les tableaux, les œuvres musicales, les œuvres vocales, les œuvres théâtrales, les œuvres littéraires. Là, on trouverait beaucoup plus de choses. C'est très bizarre, mais on n'arrive pas à en faire quelque chose. Alors, peut-être que ça ne peut passer que par l'art, que ce n'est pas formulable autrement. C'est possible. Voilà. Donc là, il y a du boulot. C'est ça que je dirais.
Pour nous consoler aussi, dans les autres pays, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages étrangers non plus. Parce que j'ai des frères un peu, dans ma communauté un peu partout dans le monde. Il n'y a pas beaucoup non plus de lieux dans le monde où on est, pas plus dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, on n'a pas de texte qui soit à la hauteur de la crudité, le réalisme et l'importance de nos questions. Vous voyez, je sais pas comment dire ça. Des contes et légendes, il y en a dans tous les pays, hein. Édifiants ou... Bon, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de dormir. En film, tu penses à des films précis? Oui, j'ai beaucoup aimé 21 grammes. C'est un film qui filme beaucoup le rapport au corps. Et c'est un des films qui m'a semblé très voilà. Un film difficile, hein, comme thématique. Mais c'est un film qui m'a semblé avec un regard très simple, à la fois réaliste et en même temps avec de la vraie pudeur, au bon sens du terme. Voilà, je cite ça. Hein. Bon, les goûts et les couleurs, c'est... Non, c'est vrai, je ne me suis pas posé la question, mais j'ai moins l'occasion d'aller au cinéma que vous, ou de lire. Vous avez parlé du puritanisme qui a été suivi par un puritanisme inversé, Ouais. dont on serait en train de sortir. Ouais. Mais alors peut-être que dans les jeunes que vous rencontrez, on en sort, mais ce qu'on voit dans les actualités, c'est quand même une exacerbation de ce puritanisme inversé. C'est vrai. Les fémènes, les poussiriotes, tout ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la... C'est vrai, mais je vais être brutal. Hein. Le quatrième pouvoir, il est dans la main des vieux qu'on est. Hein. C'est les gens de plus de 50 ans qui ont le pouvoir des médias, c'est pas les jeunes. Hein. Oui. Laissez le pouvoir des médias aux jeunes, vous allez voir. Alors c'est des jeunes aussi téléguisés par les vieux. Oui, il y en a, dont les vieux sont les mentors. Mais les mentors, c'est les vieux, je peux vous le garantir. Ah, c'est Georges Soros, il paraît, pour les fémènes. C'est Les fémènes sont financés par Georges Soros, il paraît. Non mais Soros, oui, ça m'étonnerait que c'est celui qui pense l'idéologie du truc. Non mais c'est pour dire que je pense que c'est... Enfin moi je le vois quand on parle avec, là encore, avec... je simplifie en disant que c'est générationnel. Heureusement qu'on peut discuter avec des gens de 50 ans de manière simple. Mais je suis frappé de voir qu'il y a une génération là-dessus, on ne va pas lui en apprendre ni d'un côté ni de l'autre, qui ne rêve pas quoi. Ça ne veut pas dire que leur vie de tous les jours est heureuse sur le plan sexuel, mais ils ne rêvent pas. Et par expérience, quand on arrive à parler des choses de manière relativement simple, ça rentre instantanément en écho chez eux. C'est bon signe, non? Mais l'autre jour, pour vous dire comment c'est exigeant, l'autre jour j'ai écrit un bouquin moi, qui s'appelle L'homme fragile. L'autre jour, j'ai fini un cours de 18 heures à HEC. Et à la fin du cours, les jeunes ils étaient super contents, tout ce qu'on avait fait, on a fait ça à deux avec une amie. Et il nous a dit, ouais, votre bouquin, tout ça, c'était génial. Mais il y a un truc, on n'est pas du tout d'accord là. Dans votre bouquin, vous avez écrit des choses sur les hommes et les femmes, c'est complètement stéréotypé, c'est parfaitement ringard. Et puis, vous durcissez tout, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il me dit, bah oui, c'est une question de sensibilité, c'est quand même très subjectif. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'universel dans la relation entre l'homme et la femme? Oui, c'est pas sûr qu'on puisse dire ça, c'est d'abord personnel. Je dis, mais est-ce qu'il y a une différence? Ben oui, mais elle est secondaire. Et je me suis dit, tiens, j'ai la première génération de marxistes. Parce que, alors si à un moment donné, je leur ai dit, mais le jour où vous allez vouloir avoir un enfant, ça va pas quand même, ça va pas jouer un peu quand même. Puis alors, bon, ça jouait pas trop. Puis quand j'ai dit, mais la paternité, c'est pas un problème. Alors là, tout d'un coup, ils ont tous dit oui. Je dis, mais la paternité, c'est pas la maternité. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah bon, donc c'est très marrant. Hein, donc ça serait plutôt du côté du paternel et du maternel qu'on admettrait encore qu'il y a une vraie différence. Et donc, oui, parce que quand même, on admet que même si c'est deux hommes ou deux femmes qui s'éduquent un enfant, il n'y a pas papa et maman. Enfin, en gros, on a deux mamans ou deux papas, mais on ne va pas quand même pousser le bouchon de dire, bah oui, toi, tu vas être la maman, parce qu'après ça, il faudrait voir. Enfin, voilà. C'est vrai, quand même. Enfin, peut-être certains le font, mais je crois que globalement, les gens ne le font pas. Qui ont le souci de l'enfant, en tout cas.
Mais c'est pour dire que ça m'a frappé. Je me suis dit, mais oui, ça veut dire que sur l'homme et la femme, c'est plus facile de parler de la sexualité. Mais l'homme et la femme, je ne me suis pas aventuré là-dessus, vous avez remarqué. J'ai évité soigneusement le sujet. Peut-être que c'est par manque de courage ou par manque de maturité, mais c'est très difficile de dire des choses aujourd'hui sur c'est quoi l'homme et la femme. Et vous voyez bien que tout de suite, alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans un monde tellement pourri que dès qu'on utilise un mot, il est piégé? Je ne crois pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez intériorisé de manière telle qu'on arrive à ça ne nous est pas encore assez cher comme question. La sexualité, ça l'est devenu, parce que quand même c'est précieux la sexualité. Parce que ça donne la vie, puis parce que c'est fragile. L'homme et la femme, pour nous, c'est un donné, point. Est-ce que c'est une vraie inquiétude? Un vrai souci? Voilà. Donc je me suis dit, là, il y a un chantier pour dire que même cette génération-là, sur cette question-là, c'est pas... Lors de l'anecdote que vous venez de raconter, vous avez dit c'est la première génération marxiste. Non, c'était par analogie. C'est-à-dire qu'une première génération de marxistes est très fervente dans son idéologie. Et là, j'ai senti des jeunes qui étaient en train de me ressortir l'idéologie. Ils n'étaient pas du tout convaincus en profondeur de ce qu'ils disaient. Ça ne venait pas de leur expérience qu'ils me disaient. C'était le discours du parti. J'ai vu ça aussi sur le tabac, parce qu'à un moment donné, on a une discussion. C'est sur le cours sur la responsabilité. Donc, il fallait prendre des exemples de moments où on hésite dans la responsabilité. Il prenait l'exemple de quelqu'un où un ami lui demande une cigarette, il n'en a jamais fumé. Est-ce que je lui passe sa première cigarette? Alors, il me disait, mais la gravité de l'acte. Je dis, mais attends, il a quel âge l'ami? Mais il a 20 ans. Je dis, mais attends, la première cigarette, tu vois, il ne va pas être accro, c'est pas de l'héroïne, c'est pas du crack. Enfin, c'est une cigarette. C'est la première cigarette qui détermine pour toujours le fait qu'il va mourir d'un cancer des poumons. Enfin, c'était quasiment ça. Et je me suis dit, c'est vrai, la culture anti-tabac fonctionne bien. Je dis, c'est bizarre, vous ne me dites pas ça de l'alcool, vous, HSC. C'est bizarre, ça. Donc voilà, c'était pour dire qu'il y a des traits idéologiques quand même. Et là, ça m'a frappé, il y en a deux. Le tabac, c'est vraiment la pire des drogues. Même le shit, ça va. Sérieux. T'as peut-être moins de cancer des poumons. Mais le goudron, là, l'herbe, c'est bon, c'est grasse, c'est naturel, quoi. Non, mais j'exagère, c'est biologique, c'est écologique. Voilà. On en est presque là. Voilà. C'est juste pour dire que, mais nous aussi, on avait nos idéologies, mais c'est marrant quand on les a toutes fraîches. C'est pour ça que je disais la première génération marxiste, c'est tout frais. Donc ça sort de la bouche, vous savez, des gars les premiers qu'on a formatés, donc ils sont convaincus que le marxisme, c'est la solution. 3-4 générations plus tard, c'est moins vrai. Donc on avait la première génération gender. Ils n'ont jamais lu Judith Butler. Donc c'est l'idéologie passée par la culture. Si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, je trouve ça plutôt très positif. Il me semble que vous avez parlé de la tendresse comme la base d'une certaine sexualité, d'un aboutissement, et donc de quelque chose qui se construit dans le temps. Donc ça veut dire qu'on pourrait qu'on pourrait faire rêver nos enfants en leur expliquant que la maturité et la vieillesse, c'est vraiment un aboutissement plutôt qu'un déclin, comme on veut nous le vendre. Ce qui est vrai, on va dire que la vieillesse n'est pas qu'un épanouissement, c'est aussi, en tout cas sur le plan de nos cellules, un certain déclin. Mais précisément pour permettre que la vieillesse soit jusque dans l'engagement de notre corps, quelque chose qui lutte contre la part du déclin que vit le corps dans la souffrance et la maladie, et l'usure. C'est vrai que c'est clair que la tendresse, moi je ne suis pas encore assez âgé, mais je me souviens très bien là-dessus d'avoir eu des dialogues très francs, très directs avec le fondateur de ma communauté jusqu'à la fin. Il disait, c'est résonnant avec l'âge, la vieillesse, le toucher s'affine. La tendresse devient plus délicate. Il y a une espèce j'avais fini en écrivant ça, il y a une espèce d'incarnation de l'esprit et de personnalisation du corps. Vous voyez, une espèce qui fait que voilà, le lien entre la chair, c'est ça la chair. La chair, c'est la manière dont le corps devient progressivement un espèce de lieu où l'esprit souffle, quoi. Mais parce que je l'évite pas la chair, y compris dans sa dimension biologique. Et c'est sûr que c'est un des plus beaux défis humains, ça. Moi, je trouve que c'est un beau défi humain et c'est vrai, d'ailleurs, on le croise quand on voit un couple âgé qui est délicat dans la tendresse, c'est très bouleversant. Alors, des fois, on voit pas parce que par quoi ils sont passés pour arriver là, mais c'est très bouleversant, je trouve, parce qu'il y a quand même une espèce de victoire. Et ça donne voilà.
alors on les fera peut-être pas rêver, mais on leur indiquera quelque chose qui déjà en eux est un désir profond. D'ailleurs, moi je suis pas marié, mais quand j'écoute les couples d'amis et quand on en parle très simplement, oui, il vaut mieux compter sur la tendresse pour construire le couple, parce que c'est pas nécessairement l'épanouissement dans le plaisir sexuel qui est ce sur quoi on peut muser dans la durée. Bon bah ça on le dit pas assez clairement, mais les jeunes le sentent très bien, ils sont pas bêtes. Ils sont tous sauf bêtes. Mais c'est pas encore de bon ton de l'avouer clairement, quoi. Moi, je vois aujourd'hui, j'entends pas beaucoup de relations quand je dis aux gens, mais faut aujourd'hui d'être fidèle à quelqu'un, y compris dans un engagement de la sexualité à peu près humain sur 40 ans, c'est aussi difficile que d'être religieux. Hein. Ah, je me dis, oui. Quand ils ont déjà 65 ans, hein, ou quand ils en ont 40. Voilà. C'est bien ça de s'en apercevoir. Je ne sais pas si tu peux revenir 5 minutes sur l'ambiguïté du désir, que c'est une illusion de se dire qu'on peut donner gratuitement toujours sans recevoir soi-même. Ce qui a justifié le puritanisme, c'est la générosité suicidaire. Il y a un lien psychologique qui est qu'au fond, pour justifier la négation d'une partie de soi, il faut bien qu'on la compense par quelque chose à un autre niveau. C'est Freud de l'analyse qui parle de la sublimation. Donc il faut bien qu'à un autre endroit, on puisse être déjà dans une récompense qui compense la frustration qu'on vit. Et la récompense, c'est qu'on est dans le don désintéressé de soi. Or, moi je suis persuadé que le don désintéressé de nous-mêmes, il s'apprend grâce à l'autre. C'est l'autre qui va m'apprendre à me donner de manière de moins en moins, avec une part de crainte de perdre et d'être blessé, enfin avec une part narcissique, d'inquiétude de soi, de moins en moins grande. Et pour moi, le don, le don de soi, il est heureux quand précisément je ne suis plus inquiet du fait que je vais aussi recevoir. Parce que on a peur de donner, enfin on calcule quoi, on calcule toujours quelque part. Alors après ça, c'est le bon Dieu qui doit me récompenser de ce que j'ai su faire sur la terre, donc je diffère la récompense, mais c'est encore du calcul. Et le calcul, ça empoisonne la relation, tout le monde le sait. Sauf qu'il est là, le calcul. Donc comment je désamorce le calcul ? En se devançant l'un l'autre par le don. Voilà, en étant dans la confiance que de toute façon, je n'ai pas à demander pour qu'il me soit donné. Je n'ai pas à réclamer pour qu'il me soit donné. Et que je n'ai pas à attendre qu'on me réclame pour donner. Qu'en gros, c'est l'échange dans le don dissout progressivement cette espèce d'inquiétude, d'inquiétude qui fait que j'aimerais pouvoir m'assurer par moi-même mon bonheur. C'est pas facile d'accepter je vais pas dire que de recevoir c'est plus grand que de donner, mais qu'il y a une manière de recevoir qui est une manière éminente de se donner à autrui. Que ça, on nous a pas tellement appris dans le christianisme suicidaire, généreux, puritain. Bon, ceci dit, je critique ça, c'est mieux que d'être dans la non-générosité, la non-altérité, le non-don, et d'être juste, de toute façon, c'est tout pour moi, le reste, je m'en fous, ça c'est sûr. Mais il y a là et précisément, c'est pour ça que je pense que ça se tient. C'est parce que l'Église n'a pas su prendre le tournant du 15e, 16e siècle, qui est un moment difficile, on en parlait tout à l'heure, c'est comme un moment très morbide, très traumatique, enfin, la peste, bonjour le rapport au corps, la peste bubonique, dans les villes, l'horreur du corps. Les théologiens qui ont commencé quand même à être très dans la puissance, la maîtrise, la justice, vous voyez, beaucoup moins dans cette espèce de culture médiévale de la bonté, de la lumière où la chair était bienvenue, avec une peur du diable, de la perversion, du mal complètement obsessive. D'accord ? Donc quand même une période qui était psychiquement et spirituellement quand même très troublée. Et donc on voit bien que là on a raté le travail de courage face à ça, pour au contraire aller un pas plus loin. Et c'est ce qu'on a fait maintenant. Sur le fait que, oui, le corps, la tendresse, la sexualité, c'est un lieu éminent de l'apprentissage du don, mais fragilement, difficilement, avec la peur d'être blessé, avec la peur de ne pas être récompensé, avec la peur que ça soit malsain, enfin avec plein de peurs, quoi. Et que c'est un lieu de, oui, je sais pas comment dire ça, de simplification du cœur
progressive, et de nouveau, la tendresse et la forme, y compris d'ailleurs dans l'acte sexuel, de ce que le don a de non calculateur. Même si, comme tous les dons, on attend de la personne qu'on aime qu'elle nous donne, parce que ça fait partie de la confiance et de la dignité qu'on lui accorde. Bon, tout ça c'est très facile à dire comme ça, hein. Après sa vie c'est notre paire de manches. Mais... Bon, je vous souhaite un bon retour à la fonction végétative première du sommeil ce soir.